Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans l'Effet Patrimoine. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition consacrée aux produits structurés. Alors, instruments de performance pour certains, casse-tête pour d'autres. Ils promettent des rendements souvent alléchants, et notamment dans un marché incertain, mais au prix d'une mécanique peut-être un petit peu complexe ou souvent difficile à décrypter pour les néophytes. Que valent exactement ces produits? Sont-ils incontournables pour un portefeuille diversifié? Quels sont les pièges à éviter? C'est ce qu'on va voir dans un instant dans cette édition de l'Effet Patrimoine spécial produits structurés. C'est parti! Place aux experts pour nous expliquer comment fonctionnent ces produits structurés entre performance et complexité. Alors, qu'est-ce qu'un produit structuré? Comment ça fonctionne? Quel rendement on peut en attendre et dans quelles conditions? C'est les questions qu'on va poser à nos experts. On est ravis d'accueillir Cédric Formand. Bonjour Cédric. Bonjour. Vous êtes président fondateur d'Equinance. Bienvenue à vous. Merci à vos beaucoup. côtés, Aude Pluvalard. Bonjour Aude. Bonjour. Vous êtes associé et fondateur chez Aramis Finance. Bienvenue. Merci. Et enfin, Alexandre Meaux. Alexandre, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé chez Case Wealth Management, également CFA. Donc, c'est vous l'expert. Voilà, s'il y a des Grecs à vous poser des questions un peu difficiles sur la technique de ces produits, c'est vers vous qu'on va se tourner. Alors, justement, tiens, on va commencer très simplement. Un produit structuré en une phrase simple, c'est quoi, Alexandre? Un produit structuré, c'est une typologie d'investissement qui va combiner une base obligataire avec des options et qui va nous permettre d'avoir un rendement qu'on connaît à l'avance en fonction d'une évolution de marché. D'accord. Pourquoi on dit qu'il est structuré? Parce qu'on va pouvoir justement créer différentes combinaisons entre ces différentes options, ces différentes bases obligataires. On va pouvoir choisir un certain nombre de choses différentes. L'actif sous-jacent, l'indice, je pense qu'on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Et ça nous permettra d'avoir finalement un scénario de marché et un rendement prévisionnel. À chaque fois, ça veut dire qu'il y a des mathématiques en sous-jacent. Vous avez parlé d'options. Voilà, c'est quand même un petit peu complexe. Ça peut être complexe, mais globalement, un produit structuré, c'est vraiment très simple, comme je disais tout à l'heure. C'est une base obligataire, c'est des options, et ça nous permet vraiment de pouvoir avoir une vision assez précise de ce qu'on fait. Aude, je me tourne vers vous pour justement savoir comment vous le distribuez, comment vous l'expliquez à vos clients. Déjà, à qui on en propose ces produits structurés aujourd'hui? Alors, on va les proposer à différentes typologies de clients. Des clients qui, d'une certaine façon, veulent soit un rendement qui est prédéfini, prédéterminé. Donc, on va avoir finalement une appréciation du couple rendement-risque bien définie. Oui. Donc, ça peut être adressé à des clients qui vont être extrêmement prudents, ou dans d'autres structurations, des clients qui ont un profil bien plus dynamique. Ouais, c'est ça qui est un peu déroutant. On a l'impression que voilà, il y a autant de produits structurés, il y en a pour tous les goûts finalement, aussi bien pour les gens très très prudents avec des capital garanties qu'avec ceux qui veulent prendre beaucoup de risques. Cédric. C'est exactement ça, c'est vraiment un outil passe-partout qui nous permet à la fois de répondre à des problématiques assez défensives pour aller compléter des allocations sur par exemple la partie fonds euros, mais aussi de pouvoir aller chercher des prix et des rendements beaucoup plus importants et beaucoup plus intéressants. Oui. C'est vraiment ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil où l'investisseur connaît les conditions à l'avance. Il connaît le rendement, il connaît le risque, il connaît, il a les tenants aboutissants de comment le produit va se dérouler. Donc c'est ça qui est intéressant et c'est un produit qu'on peut vraiment proposer à tout type d'investisseur. Oui, avec un scénario, c'est ça, déterminé à l'avance, qui permet finalement, on voit dans la période assez agitée qu'on vient de connaître, hein, les 100 jours de M. Trump, qui ont secoué la planète finance, finalement peut-être de moins s'inquiéter parce qu'on a cette échéance à terme. Aude? Ça nous permet effectivement de maîtriser finalement la chronologie des opérations avec éventuellement des revenus qui vont être distribués en cours de vie du produit ou non, une garantie qui va être fixée à terme et donc une planification des rendements des portefeuilles sur cette catégorie d'actifs. D'accord. Quels sont les types de sous-jacents possibles, Alexandre? Actions, indices, taux, des fonds, autres? Vous avez déjà donné pas mal d'idées. On peut retrouver effectivement sur quelque chose de très simple une action en particulier, même si ce n'est pas forcément celles qui sont les plus utilisées. On peut retrouver des paniers d'actions, on peut retrouver 2 ou 3, on peut combiner les actions entre elles, on peut retrouver des indices.
qui peuvent être là des choses qui sont beaucoup plus larges en termes d'univers. Et puis, c'est vrai qu'on trouve beaucoup aujourd'hui des logiques avec des sous-jacents de taux, donc des évolutions. Donc l'actif sous-jacent, c'est l'évolution d'un taux en particulier ou d'une courbe de taux qui vont permettre de pouvoir avoir, encore une fois, différents scénarios. D'accord. Sur les taux, par exemple, là, on est en pleine baisse des taux, en tout cas du côté des banques centrales, en tout cas de la Banque centrale européenne. Est-ce qu'on peut créer un produit ou demander, peut-être un client qui vient vous voir en disant, voilà, j'ai ce scénario et on peut créer un produit ad hoc? Bien sûr, on peut créer des produits ad hoc pour typiquement échanger du taux variable sur du taux fixe et aller chercher en réalité un rendement sur le delta entre les deux taux et donc ainsi générer une performance régulière. Combien on en met en proportion, voilà, les structurés? Alors j'imagine que c'est variable aussi, mais qu'est-ce que vous recommandez ou qu'est-ce que vous faites au sein de vos cabinets? Nous, chez Equinance, on est autour du 15-20% du portefeuille. On l'utilise, on en a plusieurs bien sûr à l'intérieur, on a 3 ou 4 produits structurés à l'intérieur de ces 15%. Encore une fois, on fait une allocation complète avec ces produits structurés, donc on a des produits défensifs, des produits un petit peu, qui vont chercher un petit peu plus de rendement, mais notre objectif aujourd'hui c'est autour de 15-20% parce qu'il y a cette problématique de liquidité aussi. Alors le produit structuré est liquide, mais la VL du produit peut varier pendant la durée du produit, donc c'est pour ça qu'on privilégie un maximum 20% de produits structurés. D'accord. Chez Aramis Finance, nous procédons de la même façon, effectivement pour la même prudence qui s'impose. On sait très bien que les produits sont garantis à terme et qu'on a une liquidité qui va être quasi quotidienne. Pour autant, la valeur liquidative du produit peut être dégradée en cours de vie du produit et donc de vendre ces produits en cours de vie peuvent dégrader la performance et donc la sortie. Donc, quelqu'un qui voudrait, voilà, absolument, qui a un besoin de cash par exemple, ou qui panique, ça peut arriver. C'est jamais le bon moment évidemment pour vendre, mais c'est possible d'en sortir ou on est bloqué entre guillemets sur ces Non, on n'est absolument pas bloqué. On a effectivement la possibilité d'en sortir. Le frein à la sortie sera la valorisation qui peut, dans certains cas, majoritairement être en cours de vie du produit dégradée. Donc engendrer une perte à ce moment-là. Et c'est l'intérêt de travailler en approche matricielle sur l'allocation pour avoir différentes maturités de produits et générer de la liquidité, le cas échéant, sur le produit le moins dégradé. D'accord, ouais. Possibilité évidemment de perte si on ne respecte pas finalement le contrat entre guillemets. On parle de courbe en J également pour ce type de produit, Alexandre Houmeau? Oui, tout à fait. Ouais. Alors c'est pas la même courbe en J que sur la partie private equity, mais il y a un temps d'investissement qui fait que tout n'est pas alloué. Comment ça se passe sur les produits structurés? Sur les produits structurés, en fait, ce qui va se passer en début de vie du produit, c'est que la partie rémunération va être prise sur les premiers mois. Donc on a forcément une valorisation qui va être, toute chose égale par ailleurs, négative en début de vie du produit. Ensuite, c'est l'évolution de l'actif sous-jacent qui va faire qu'on va être plus ou moins à rattraper cette décote-là qu'on a au départ. Et ensuite, comme l'a dit Aude très justement, on peut se retrouver si le sous-jacent lui-même descend. Alors là, on peut avoir une valorisation qui va être à la baisse également, temporairement. D'accord. Quand on entend ces produits, Autocall, Phoenix, Athéna, comment on s'y retrouve dans ce bac? Il faut demander à son conseiller en gestion de patrimoine ou est-ce que c'est des scénarios qui sont fixés à l'avance? C'est-à-dire par rapport au côté fixé à l'avance? C'est-à-dire, voilà, dans le maquis, j'ai un peu envie de dire, de ces produits, puisqu'on l'a vu, on a aussi bien des produits sur les actions, les obligations, les taux, etc. Mais aussi, on a des noms qui sont différents, ça correspond à des scénarios différents? Oui, ça correspond à des mécanismes, des fonctionnements qui sont différents. D'accord. Par exemple, un autocall, c'est un produit structuré qui intègre un mécanisme de remboursement anticipé avant l'échéance en fonction de l'évolution de l'actif sous-jacent. Donc si on prend le cas d'un indice, si l'indice répond à un scénario qu'on a donné au préalable, finalement le produit ne va pas jusqu'à l'échéance et il est rappelé en anticipé. D'accord. Et en réalité, c'est le rôle du conseiller en gestion de patrimoine, du conseil, de non pas proposer simplement
le choix, mais de guider son client dans le choix en fonction des objectifs qui sont recherchés. Ouais. C'est exactement ça, en fonction des scénarios aussi que les clients souhaitent. On a les autocols Athéna qui ne distribuent pas les rendements, et on a les Athéna, les autocols Phoenix qui, eux, distribuent du rendement au fur et à mesure de la vie du produit, à chaque échéance annuelle. Donc, c'est deux mécanismes différents en fonction des besoins des clients, des revenus éventuels que les clients ont à toucher. D'accord, donc le maître mot finalement c'est comme d'habitude, bien connaître son client, Exactement. à qui on s'adresse, et ensuite la pédagogie pour expliquer ce qu'on fait. Tout à fait. Exactement. Très bien. Est-ce qu'il y a une notion de finance à impact? Est-ce que c'est intégré dans ces produits ou pas du tout? Ou ça peut être sur des, je sais pas, peut-être des green bonds, on peut s'adosser. Vous en avez déjà fait? Pas forcément. Il y a des assureurs chez lesquels on ne peut pas référencer tout type de produit. Donc il y a en effet des sous-jacents qui sont entre guillemets interdits à réaliser. Mais globalement, non, on peut vraiment faire des produits structurés sur tout type de sous-jacents. Alors, on a parlé des produits. Maintenant, je vais parler des enveloppes pour savoir exactement où on loge finalement ces produits structurés. On les met dans quoi? Un compte titre, un PEA, une assurance vie, un PER? C'est un peu le principe de base, c'est que le produit structuré peut être référencé dans tous les portefeuilles titres. Principe de base. Dans certaines hypothèses, on va pouvoir les loger dans les contrats d'assurance vie. Simplement, il faudra être extrêmement vigilant à avoir un lien qui se fait entre l'assureur et le structureur du produit pour s'assurer de l'éligibilité du produit qui est préparé dans l'enveloppe. Le choix typiquement entre le portefeuille titre ou le contrat d'assurance vie pourra être un choix également fiscal en termes de revenus et plus-value sur le produit, mais également de transmission. Donc ça sera des éléments à prendre en compte dans le choix. Concernant le PEA, on est sur la possibilité de référencer certains produits structurés, mais c'est le scénario le moins probable puisque les contraintes sont beaucoup plus importantes. D'accord. Alexandre, justement, sur ces différentes enveloppes, ou plutôt sur la fiscalité, il y a une fiscalité particulière pour ce type de produit? Il n'y a pas de fiscalité particulière pour ce type de produit-là. C'est la fiscalité de l'enveloppe qui s'applique. Donc, compte titre, assurance vie, contrat de capitalisation, c'est un support d'investissement parmi d'autres dans ces univers de placement, dans ces enveloppes fiscales. Très bien, donc en tout cas pour clore cette première partie d'explication, on l'a compris, hein, il y en a vraiment pour tous les goûts, voilà, suivant les différents scénarios, suivant l'appétence au risque, suivant évidemment ses clients. Et une chose est sûre, c'est que outre la diversification, voilà, il faut bien connaître évidemment et bien faire le tour de son client. On va s'intéresser tout de suite dans le débat à justement quels sont les pièges à éviter quand on fait ce genre de produits, les produits structurés. C'est tout de suite. Le débat tout de suite dans l'effet patrimoine spécial produits structurés. On l'a vu, hein, ces produits structurés, eh bien, ils font, disons, des promesses de performance, évidemment, de protection, mais sans doute aussi peut-être des zones d'ombre. Alors, quels sont les pièges à éviter? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans le débat avec nos experts. On est toujours en compagnie de Cédric Formand, Aude Pluvallard et Alexandre Houmeau. Messieurs, dames, justement, quand on voit cette complexité que vous apprenez évidemment à décrypter, Alexandre nous a dit que c'était très simple. Est-ce que c'est vraiment compréhensible pour un particulier? Est-ce que les brochures sont assez claires finalement quand on voit les différents produits qui sont proposés? Cédric, on est Alors, les brochures, oui, elles sont de plus en plus claires. On a eu des réglementations comme MiFID 2 et l'AMF et la CPR qui s'est penchée vraiment sur ces sujets-là. On a toutes les informations nécessaires. Simplement, ça peut être assez complexe à décrypter à l'intérieur de ces documents. C'est pour ça qu'il faut, pour le CGP, jouer un vrai rôle de pédagogie. C'est extrêmement important. Il faut tout d'abord un bon échange avec son broker, donc le partenaire qui nous fabrique le produit, que nous on l'appréhende bien, et ensuite il faut pouvoir l'expliquer de manière vraiment audible à nos clients. C'est des produits, comme je vous l'ai dit, dont on connaît la finalité, hein. On connaît les différents scénarios à l'avance, donc si on les explique bien,
je pense que c'est tout à fait compréhensible pour tout type d'investisseur. On dit souvent que les conditions de gain sont un petit peu opaques, complexes. Comment éviter l'effet boîte noire? Je pense notamment à certains indices. On va prendre quelque chose de très simple comme le CAC 40. Voilà, il monte de 10%, on se dit peut-être le produit également. Et puis on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait le CAC 40 qui était dans le formulaire. Alexandre Meaux. Alors ça va dépendre de comment sont construits les indices, parce que vous pouvez avoir des indices qui sont purs, vous pouvez avoir des indices qui intègrent des logiques de dividendes synthétiques, donc ça c'est hyper important dans le choix au départ de savoir sur quoi est-ce qu'on est investi. Et ensuite par rapport à votre question sur la valorisation liquidative du produit en cours de vie, c'est vrai que on n'a pas un effet de 1 pour 1 dans la valorisation de ces produits-là. Il y a les options sous-jacentes qui sont valorisées, il y a l'obligation sous-jacente qui est valorisée, et donc on n'a pas un dont mouvement... le prix change en fonction des conditions de marché. Exactement, toutes choses égales par ailleurs, si les taux évoluent, le prix du produit structuré va évoluer. Si les taux sont stables mais que l'indice sous-jacent évolue, le prix du produit structuré va évoluer. Et donc c'est vrai qu'on va tendre vers cette valeur finale de gain connu qu'on a au départ. Mais c'est vrai qu'on n'a pas cette relation de 1 pour 1. D'accord. Aude, on a beaucoup entendu parler de produits à capital garanti. Est-ce que ce capital est vraiment garanti? Alors le capital sera garanti, mais c'est ce qu'on a expliqué dans la première partie, c'est que le capital est garanti à échéance du produit. Donc il faut bien faire passer le message à nos clients que cette protection, elle intervient au terme. Et il y a également un point de vigilance extrême à avoir, qui est celui de dire que la construction d'un structuré est basée sur une obligation. Et assez souvent, un aspect toléré, c'est le potentiel défaut de l'émetteur obligataire. Et donc, votre capital est garanti au terme. Oui. À modulo la solidité si de votre... Si l'émetteur a disparu, vous n'avez plus de capital. Vous n'avez plus de capital. D'accord, mais ça arrive parce qu'on se dit quand même que vous faites appel, où les structureurs sont souvent des grandes banques. Ça peut arriver effectivement que ces banques fassent défaut. On a connu par le passé le défaut des établissements bancaires. Donc... Justement, par rapport à ce risque, qu'est-ce qu'on privilégie? Il y a des établissements en particulier, on joue Frenchy, on va sur les banques françaises en particulier. En réalité, tout le panel est ouvert et c'est un choix qui doit se faire justement en concertation avec le client dans la préparation du produit, puisque si vous allez chercher une obligation de meilleure notation, vous allez avoir un impact direct sur le rendement de votre produit. D'accord. Donc finalement, si il est émis par une petite banque obscure, on peut avoir plus de rendement, bien sûr, mais plus de risque sur l'émetteur. Tout à fait. D'accord. Les marchés, on l'a dit, on bouge, on l'a vu récemment. Les taux aussi. Alexandre, vous disiez, ça se corrèle finalement. Quel est le vrai risque de perte? C'est finalement de ne pas aller au bout du produit, de sortir avant la fin? Alors ça va dépendre du type de produit sur lequel on a décidé d'être investi. Si on est sur un produit à capital garantie à l'échéance, modulo défaut de l'émetteur, dans ce cas-là, peu importe le scénario de marché, on a sa garantie en capital. Par contre, si on est sur des indices plutôt actions, si le marché baisse de manière très forte, en tout cas l'indice sur lequel on a basé le produit, on a un risque de perte en capital, souvent au-delà d'une certaine barrière de protection en capital qui est définie lors de la création du produit. Ça peut être moins 40%, moins 50%, moins 60%, 70%, ça dépend vraiment. Mais si on est au-delà, on a un risque de perte en capital à ce moment-là. C'est vrai qu'à l'émission, on se dit, tiens, pour que franchement ça baisse de 30, 40, 50%, ça paraît un peu irréel. Et puis, notamment sur les actions, on peut voir que ça va très très vite. Comment on se prémunit contre ce risque quand on est déjà engagé dans ce produit? Ça c'est peut-être arrivé dans les derniers mois. Il y a peut-être eu des gens inquiets qui vous ont appelé, Cédric Formand. Alors oui, ça peut arriver pendant la durée du produit. C'est des produits qui peuvent avoir une durée assez longue, jusqu'à 10 ans. Ça peut sortir tous les ans, mais ça peut aller jusqu'à 10 ans. Donc on a en effet cette variable à prendre en considération. C'est pour ça que nous, chez Equinance, on met des barrières de protection en capital assez importantes, jusqu'à moins 50, moins 60%.
60% où on protège 100% du capital. Donc c'est des réserves qu'on met en avant au départ qui nous permettent de souscrire ce produit de manière assez sereine. Et on a aussi un autre mécanisme possible, c'est de pouvoir verser des rendements même en cas de baisse de l'indice ou du sous-jacent de notre produit. C'est-à-dire qu'on peut dire jusqu'à moins 20%, mon produit émet un rendement de 6, 7, 8% malgré la baisse. Donc c'est deux mécanismes de protection qui sont assez intéressants et qui font que nous, chez Equinance, on utilise vraiment le produit structuré comme un produit assez défensif. On se prémunit vraiment de baisse justement de l'indice ou donc de... Donc c'est plus en protection du capital. Exactement, okay. Tout à fait. Comment vous les utilisez, ces produits ? Oui, de la même façon, c'est de vraiment travailler le positionnement des barrières en fonction des attentes du client et de vérifier également le fonctionnement des barrières. Est-ce que c'est une constatation qui va être ponctuelle ou régulière ? Puisque si vous avez des constatations qui sont périodiques, vous avez un risque qui a augmenté par rapport à une constatation annuelle, par exemple. Bien sûr. Alors justement, dans ce marché tourmenté, on va dire ça comme ça, mais les clients sont désormais habitués à cette volatilité, on peut essayer de la contourner. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce qu'on sait aussi que la volatilité, elle crée des opportunités. Si on regarde, là, pour terminer, ce qu'on peut faire en ce moment, Alexandre Mot, qu'est-ce que vous proposez à vos clients en termes de produits structurés dans le moment présent ? Alors, la dernière réflexion qu'on a eue au sein du cabinet, justement dans cet environnement de volatilité, c'est d'augmenter la fréquence justement d'observation que vient de mentionner Aude, parce que plus vous avez une fréquence d'observation qui est élevée, plus vous pouvez vous retrouver dans ce fameux scénario favorable. Donc, la dernière idée qu'on a mise en place, on a vraiment poussé très loin l'idée de fréquence, puisqu'on a une observation qui sera quotidienne. Donc ça coûte un petit peu, on a moins de rendement que si on avait une observation trimestrielle ou annuelle, mais au moins on augmente la possibilité de retrouver ce scénario favorable et donc de percevoir le rendement. Chaque jour, c'est sur quoi ? C'est sur quel type de produit ? Sur un indice ou sur un panier d'actions, plusieurs actions, vous pouvez retrouver tous les jours une constatation. Okay. Et si le scénario est finalement favorable, il vous suffit d'une seule journée sur les 10 années, comme venait de le dire Cédric, pour vous retrouver positif et avoir ce mécanisme de remboursement anticipé et percevoir votre rendement. D'accord. Et c'est des rendements élevés parce qu'on s'imagine que si plus on a d'options de sortie, justement, plus ça se paye et plus le rendement va être érodé. Oui, tout à fait. Alors ça dépend encore une fois de ce qu'on choisit comme indice sous-jacent, mais entre un produit qui va avoir une constatation annuelle et un produit qui va avoir une constatation quotidienne, on va avoir effectivement un rendement qui sera, toutes choses égales par ailleurs, un peu moins élevé, mais on peut très bien aller chercher des choses alentours de 7-8% avec ce type de fréquence-là. D'accord. Aude, cher Aramis, qu'est-ce qu'on fait en ce moment sur les structures et qu'est-ce qu'on va proposer ? On va proposer typiquement des produits sur indice qui permettent d'échanger des taux variables sur du taux fixe et ainsi aller chercher des rendements à 7,5-8% avec des maturités qui sont somme toute pas trop longues, oui. Donc 5-7 ans. Donc c'est du quasi obligataire. C'est du quasi obligataire et on a aussi... Et plutôt bien protégé, oui, avec des barrières à 40 ou 50%. D'accord, très bien. Il faut dire qu'à chaque fois, quand vous dites échange effectivement de taux, c'est qu'il y a quelqu'un qui prend aussi le pari entre guillemets adverse et qui lui a un scénario différent qui correspond à des stratégies bien évidemment. Cédric, qu'est-ce qu'on fait chez Equinance ? Alors justement, ce qui est intéressant en ce moment qu'on fait pas mal, c'est dû à la volatilité des marchés, c'est le produit, donc il a à peu près une date de départ qu'on appelle date de strike, et on a la possibilité de prendre plusieurs dates pendant les un mois et demi avant le lancement du produit, de prendre plusieurs dates pour pouvoir lancer le produit à une valeur établie. Donc ça nous permet sur 2-3 mois, par exemple, de prendre la valeur la plus basse pour démarrer le produit à une valorisation qui est la plus faible possible. Donc ça, c'est intéressant, ça nous permet vraiment de partir sur le point bas sur une période sur le produit. Et ensuite, comme typologie de produit, on a fait pas mal de produits garantis ces derniers temps.
Et là, avec la volatilité, il y a quelques thématiques qui ressortent, comme l'IA, on peut sur le luxe, certaines bancaires de nouveau un petit peu sous-cotées. Donc il y a quelques idées dans ce sens-là. Oui, c'est vrai qu'il y a des bancaires qui se comportent aussi très bien. Il y a des fois des produits, par exemple, si on avait misé sur Société Générale qui a flambé, même si on a un produit voilà, qui avait un rendement par exemple de 8% à échéance, on a fait déjà peut-être 20, 30, 40% sur le titre, on aura ces 8%, pas plus. Exactement. Alors nous, c'est vraiment notre cas. On a lancé en août dernier un produit sur la Société Générale, justement. La Société Générale est passée d'un cours de 23 à 46, 47. Ouais, donc 100% pratiquement. Et on aura en effet un rendement que de 8%. C'est les règles du jeu qui sont fixées au départ. C'est un peu dommage en effet quand ça augmente comme ça, mais ça nous prémunit aussi d'un risque de baisse important. On avait mis une barrière importante et on avait mis aussi justement des versements de coupons jusqu'à moins 20% sur la Société Générale. D'accord, bon, donc le scénario est rempli. Tiens, d'ailleurs, dans ces cas-là, quand c'est rempli, c'est-à-dire qu'on perçoit et son capital et les 8%, que font les clients? Ils réinvestissent? Ils réinvestissent systématiquement, enfin en tout cas chez Equinance. On cherche justement des bonnes idées avec notre broker et on leur propose, dès que le produit a ce qu'on appelle rollé, on leur propose une nouvelle solution. Ils aiment beaucoup ces solutions-là, encore une fois, parce que c'est un couple rendement-risque qui est vraiment intéressant. Ouais, ça veut dire qu'on a cette poche finalement qui va rouler, comme vous disiez, être rollée en franglais et augmenter peut-être au fur et à mesure, une fois que les gens ont compris les mécanismes. En réalité, quand un produit a été remboursé, que la stratégie a délivré, la courbe d'apprentissage du client a été dépassée. Donc c'est un phénomène quasi naturel. Il devient demandeur finalement. Il devient demandeur, alors que souvent les premières fois on est obligé de leur proposer. C'est eux, dans un second temps, qui vont être demandeurs effectivement. Voilà. Bon, sauf si on est en 2008 et que ça se passe pas très bien, évidemment. Mais on a du temps à ce moment-là pour se rattraper. Alexandre, même constatation. C'est vrai qu'on voit que ces produits, quand ils sont rappelés en tout cas, on remet au pot finalement. Oui, tout à fait. On constate quand même qu'il y a une sorte de démocratisation de cette classe d'actifs-là au sein des portefeuilles. Et donc, oui, je vais rejoindre ce que disaient mes camarades. Oui, il y a un réinvestissement qui est très fréquent. Voilà, en tout cas, on l'a compris, si on regarde 15 à 20% des portefeuilles sont pratiquement devenus incontournables, ces produits structurés. Alors on a compris, un instrument à manier avec précaution, ou plutôt avec précaution, mais avec l'aide de son conseiller en gestion de patrimoine, qui peut aussi, on l'a compris, apporter un certain rendement dans des marchés, notamment incertain. Merci en tout cas à nos experts du jour. Aude Puy-Ballard, associé chez Aramis Finance. Merci Aude. Merci Cédric Formand, président fondateur d'Equinance Finance. Et Alexandre Houmeau, notre CFA associé chez Case Wealth Management. C'était un plaisir d'animer cette émission en votre compagnie. On se retrouve très prochainement pour un prochain numéro de l'Effet Patrimoine.